Merci beaucoup, Mickaël. Merci pour toutes ces informations du côté de Tours. Et à très vite, évidemment. Allez, on passe à l'actualité, la réforme des retraites, évidemment, puisque le Sénat a commencé hier l'examen de ce texte. Voté en commission, Samia. Oui, tout à fait. C'est pas vraiment une surprise, puisque la majorité sénatoriale de droite et du centre, on le sait, elle est favorable à cette réforme. Elle a donc l'intention de la voter, mais à certaines conditions. Le Sénat a donc apporté plusieurs changements notables au texte. D'abord, sur la retraite des femmes ayant eu un ou plusieurs enfants. Elles auraient droit à une surcote sur les trimestres cotisés après 63 ans. Attention, elles ne pourront pas partir à la retraite avant l'âge légal qui est de 64 ans dans la réforme. Mais si, à 63 ans, elles ont une carrière complète, chaque trimestre supplémentaire travaillé après cet âge donnera droit à une majoration de 1,25%. Donc pour une année supplémentaire travaillée entre 63 et 64 ans, ça fait 4 trimestres majorés et donc au final une surcote de 5%. On y arrive. Autre rapport du Sénat hier, là c'est très clair, autre rapport du Sénat hier en commission, la création d'un CDI senior. Oui, c'est une proposition de la majorité sénatoriale, là encore, qui veut créer un contrat exonéré de cotisation famille pour les salariés en fin de carrière. Ça coûterait moins cher à l'employeur, donc c'est une mesure d'incitation pour recruter des seniors qui pourraient par exemple faire du tutorat auprès de jeunes salariés. Une pratique trop rare en France, racontait hier Elisabeth Doineau, co-rapporteure du texte au Sénat. C'est quand même incroyable que dans un pays comme le nôtre, on soit aussi peu efficace sur ce plan-là, notamment par rapport à l'expertise que portent les anciens dans une entreprise et qu'ils peuvent transmettre aux futures générations, et notamment aux apprentis qui sont aujourd'hui importants en termes de nombre et qui ont besoin aussi de cette transmission, de ce passage de témoin. Alors Samia, création de ce CDI senior, surcote de 5% pour les femmes, est-ce que tout ça, ça ne va pas peser sur l'équilibre du système ? Alors on n'a pas eu de chiffrage global de toutes les mesures qui ont été proposées par le Sénat, et c'est une question importante, vous avez raison, parce qu'on le sait, la droite sénatoriale, elle est attachée à l'équilibre financier du système des retraites. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est favorable à cette réforme avec un âge légal de départ à 64 ans. Et à l'en croire, les mesures qu'elle propose sur les femmes, les seniors, etc., ne menaceraient pas cet équilibre. René-Paul Savary était sur notre antenne ce matin, on l'écoute. Il faut effectivement garantir cet équilibre, mais les propositions du Sénat, qui sont véritablement des propositions sociales, qui prennent en compte le senior, qui prennent en compte les mères de famille, ne dégradent pas le rendement de ce texte, enfin en tout cas de l'équilibre, de façon importante. Au contraire, ce sont par contre les propositions qui ont été faites avant que le texte arrive au Sénat qui dégradent l'équilibre budgétaire. Yves, ça va être l'une des clés des discussions, la question de cet équilibre budgétaire. Et est-ce qu'il est conservé avec les concessions du gouvernement ? Ça va être ça l'une des clés des discussions au Sénat ? On peut toujours faire des calculs qui sont très variables. Ça dépend par où on prend le problème. C'est sûr que si c'est pour faire une réforme qui coûte plus cher que le régime qui existait, ça ne sert à rien. C'est ce qui s'est passé en 2007 avec la réforme de Nicolas Sarkozy qui touchait aux régimes spéciaux. Donc c'est sûr que ça, il faudra regarder de très près. La droite, elle se dit très regardante sur l'équilibre budgétaire. La droite, sans doute, pas M. Pradier, en tous les cas, puisque M. Pradier était prêt à dépenser sans compter. Donc on va voir. Moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a l'histoire, vous n'en avez pas parlé, mais il y a aussi l'histoire des régimes spéciaux. Et votre invité tout à l'heure disait que c'était explosif. Il a raison, c'est explosif. C'est une injustice flagrante, mais venir supprimer les régimes spéciaux de façon plus brutale que prévu, sans la clause du grand-père, comme l'avait prévu le gouvernement, probablement que c'est propre à mettre le feu aux poudres. Donc, on va en parler. On l'a pas dit là parce que ça n'a pas été voté hier en commission. Il faut que la droite sache ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut qu'il y ait une réforme des retraites servir l'intérêt général, ou est-ce qu'elle veut faire de la politique et ne pas servir l'intérêt général ? Les deux sont parfois conciliables, attention, je ne veux pas dire le contraire. Mais si c'est pour montrer son identité, enfin, si c'est pour gêner le gouvernement, à mon avis, elle fait fausse route.
Ce qui ne semble pas être le cas des sénateurs, qui ont donc voté, en tout cas qui approuvent évidemment le cœur de la mesure, qui ont voté hier des modifications en commission, mais sur lesquelles le gouvernement peut les rejoindre. Il peut y avoir, pour vous, le compromis va être trouvé entre gouvernement et droite sénatoriale ? En tout cas, j'ai le sentiment que la droite a trouvé les voies et moyens de proposer quelque chose qui soit acceptable par le gouvernement. On avait entendu la semaine dernière justement la volonté des députés d'abord, mais ensuite les sénateurs, les Républicains, vouloir proposer des mesures beaucoup plus fortes, notamment s'agissant des femmes, et notamment de la non prise en compte des congés maternité pour les femmes. Et donc, pour eux, c'était équivalent à proposer la réduction justement de 64 à 63 ans, le report de l'âge légal de départ pour les femmes, mais ce qui aurait été jugé inconstitutionnel et donc pas acceptable par le gouvernement. Et ce week-end, dans le JDD, effectivement, M. Retailleau trouve un compromis avec cette histoire de surcote. Moi, j'entends aussi quand même une partie des Républicains qui trouvent que cette surcote n'est pas suffisamment à la hauteur pour réparer les inégalités, les injustices, le caractère aussi sexiste d'une réforme comme celle qui est proposée par ce gouvernement. Mais je voulais revenir aussi sur la question budgétaire et financière, parce que c'est quand même la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité mettre en place, ou en tout cas présenter cette réforme des retraites. C'était le fameux non-équilibre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peine à avoir un peu de transparence sur tout ce qui a été accepté par le gouvernement des demandes des Républicains. Combien ça va coûter au final ? Moi, c'est pas ça qui m'importe le plus, mais au final, ça pose une question quand même de crédibilité de ce gouvernement dans l'espèce d'entêtement qu'il a à vouloir faire passer une réforme avec des alliés de circonstance, en l'occurrence les Républicains, contre l'avis d'une grande majorité des Français. Alors, seule précision peut-être sur ce point, le seul chiffrage qui a été donné hier par les sénateurs de droite, c'est sur la surcote des femmes. Ils estiment que ce serait entre 200 et 300 millions d'euros par an. Je demande à voir. À mon avis, c'est beaucoup plus que ça. Ouais, oui. Mais bon. Sans doute, c'est beaucoup. Mais c'est pour ça que on s'amuse presque maintenant à savoir quels sont les chiffres. Est-ce que vous vous souvenez, ces fameuses histoires, on va encore entendre parler pendant longtemps, les 1 200 € qui étaient promis à 1,8 million, 1,8 million personnes chaque année. On est passé ensuite à, je crois, 200, 300 000. Puis maintenant, hier, dans une lettre que monsieur le ministre Dussopt a envoyée à Jérôme Guedj, le député socialiste, finalement, on n'est plus qu'à de 10 à 20 000 personnes qui seraient susceptibles de bénéficier des 1 200 nouveaux chaque année. Voilà, mais loin, 20 000 nouveaux chaque année. Bruno Le Maire dit quand même qu'il y a 1 800 000 retraités en tout qui bénéficieront d'une augmentation de 57 € en moyenne. Oui, d'accord, on est quand même loin de l'objectif affiché dès le départ en disant, et d'ailleurs, ce qui aurait pu être acceptable par une grande partie, je pense, de la classe politique, c'est-à-dire considérer que quelle que soit votre carrière, et notamment pour les femmes qui ont des carrières hachées, vous puissiez partir à la retraite avec une retraite minimum de 1 200 €, ça pourrait s'entendre et ça pourrait être un objectif politique très louable et presque acceptable par l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais c'est absolument pas ça qui est proposé aujourd'hui. Ouais. Et ces 1 200 € dont parle Pierre, est-ce que c'est symptomatique des difficultés du gouvernement de communiquer sur cette réforme et de la rendre claire et lisible pour les Français ? Oui, alors, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que on est en plein paradoxe français, c'est-à-dire que si vous vous souvenez de la réforme systémique de 2017, c'est une réforme qu'on pensait qui avait vocation à davantage de justice, davantage d'égalité. Puis quand on est rentré dans le détail, on s'est aperçu que finalement, c'était un tel un tel problème d'unifier tout le monde que finalement on creusait encore plus les inégalités peut-être. Bon, alors aujourd'hui, maintenant qu'on se heurte à ce système paramétrique, avec toutes les inégalités qui surgissent, on se dit, mais pourquoi on ne viendrait pas au système systémique, enfin à la réforme systémique par points. Donc, sincèrement, s'il faut faire une réforme, il faut la faire. Je pense que l'objectif, c'est qui est certainement plus de justice qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai que, à force, avec le temps, beaucoup d'irrégularités, je dirais, se sont introduites dans nos systèmes de retraite, première chose. Et deuxième chose, faire des économies, évidemment, ou en tous les cas que ça ne coûte pas plus cher, puisque l'avenir nous promet justement d'être très coûteux. Donc il faut essayer de concilier les deux.
mais il faut arrêter de jouer comme on le fait actuellement. Ça me paraît tout à fait déraisonnable. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je pense que les Républicains veulent aller plus vite et plus fort sur la question des régimes spéciaux. C'est-à-dire qu'ils auront bien compris qu'on allait les accuser d'avoir fait peser leurs propositions dans les dépenses publiques et peser fortement, et que donc pour eux, ça va de soi que pour revenir à un équilibre qui soit acceptable, en contrepartie, on aille très vite sur la question des régimes spéciaux. Alors justement, hier, on n'en a pas parlé parce qu'en commission, il n'y a pas eu d'accord. Rien n'a été adopté sur la fin des régimes spéciaux. Juste pour rappel, donc le gouvernement veut bien supprimer les régimes spéciaux qui permettent un départ anticipé pour les salariés de certaines branches comme à la SNCF, mais il ne veut les supprimer que pour les nouveaux entrants qui seront embauchés après la réforme. La droite sénatoriale voulait les supprimer bien avant, mais leurs alliés centristes ne sont pas d'accord, donc il n'y a pas eu d'accord en commission. En revanche, ça va revenir en séance. Il est tout à fait probable que la droite sénatoriale porte des amendements en ce sens. Oui, mais sans l'aval des centristes, Samia disait. Donc du coup, ça va être compliqué. Il y avait Marseille. Je crois qu'ils peuvent pas bouger beaucoup sans avoir l'accord des centristes quand même au Sénat. Donc on va voir jusqu'où ils vont. Et Hervé Marseille qui dit sur cette question qu'il y a aussi une crainte que ça fasse un peu une étincelle ça c'est clair. Du mouvement social. Et le 7 mars, ça tombe en plein examen de la réforme. Le mouvement, bien sûr. On est quand même, je pense qu'on a des parlementaires qui sont conscients quand même de ce qui se passe. Encore que je me pose des questions parce que j'ai écouté avec attention vos deux invités de ce matin et c'est vrai que j'ai presque le sentiment qu'il y a une sorte d'indifférence. De toute façon, cette espèce d'obstination à vouloir passer une réforme qui n'est visiblement quand même pas si comprise mais pas acceptée par les Français, cette espèce d'obstination à vouloir passer en force, à vouloir jouer celui qui ira le plus à droite que moi tu meurs sur une réforme qui est déjà franchement injuste et pas nécessaire. Je trouve qu'il y a presque une forme d'indifférence face à ce qui va se jouer la semaine prochaine avec des syndicats qui sont extrêmement déterminés. Encore une fois, je l'ai dit ici plusieurs fois, mais c'est vrai que Laurent Berger, je ne l'ai jamais vu autant déterminé. Vous écoutez des syndicats qui sont quand même pas des syndicats révolutionnaires comme l'UNSA, Ferroviaire, qui décident dès maintenant d'aborder la question comme des grèves, comme étant des grèves à durée indéterminée. Il se passe quelque chose dans le mouvement social qui risque de sans doute perturber un peu les débats la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Et il y a une divergence sur le pas nécessaire, puisque la droite sénatoriale et le gouvernement disent que cette réforme est indispensable pour sauver le régime par répartition. Oui, on n'a pas la même droite au Sénat et à l'Assemblée nationale, semble-t-il. C'est encore quelque chose qui est une singularité française qui est tout à fait intéressante. Non, on va voir. Trois nuances de droite, Sénat, Assemblée nationale, gouvernement. Oui, mais on va. Et puis il y en a sans doute encore plus, mais on va voir si ce mouvement, effectivement, sa capacité à résister, sa capacité à mobiliser, sa capacité à bloquer le pays, on va voir, puisque c'est l'intention de mettre le pays à l'arrêt, on va voir. Et ça veut dire que le 7 mars, ça peut avoir un impact pour vous sur les débats au Sénat ? Non, je crois pas, parce que je pense que les sénateurs sont très différents des députés. Ils sont au-delà de tout ça. Donc je pense qu'eux, ils peuvent rester dans leur sagesse législative, je dirais. Pierre, pour vous aussi, le 7 mars n'aura pas d'impact sur les débats au Sénat ? Je pense que si. Je parlais d'indifférence d'une partie des sénateurs, mais j'ose imaginer quand même qu'il y aura quand même une prise en compte de ce qui va se jouer le 7 mars et les jours suivants. Mais je m'amuse quand même aussi à entendre cette espèce de distinction entre les sénateurs qui seraient des parlementaires dignes, qui feraient leur travail correctement, et ces députés qui seraient des fous, je ne sais quoi, quels sont les termes qui sont utilisés. Je pense que chacun a une manière de faire de la politique, et je trouve que si les insoumis, parce que c'est eux qui sont ciblés notamment à l'Assemblée nationale, ont pu avoir, pour 3 d'entre eux en tout cas, des propos qui étaient pas du tout bienvenus à l'Assemblée nationale, je pense qu'ils ont fait leur travail. Et il faut toujours se rappeler quand même qu'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a des députés qui déposent des amendements, c'est quand même pour enrichir le débat parlementaire. On demande quoi à un député si ce n'est d'enrichir le débat parlementaire ? Rien de plus. Celui qui a contraint le débat parlementaire, c'est quand même le gouvernement en imposant un recours au débat limité. Mais justement, pour parler du débat parlementaire, la majorité sénatoriale, elle veut aller jusqu'au bout du texte. Elle veut qu'il y ait un vote final sur ce texte, qui n'a pas été le cas à l'Assemblée. Oui, ça n'a pas été le cas à l'Assemblée, puisqu'effectivement, alors on peut accuser le gouvernement d'avoir entrepris de passer par une voie courte, si je puis dire, mais il y a quand même eu la volonté de la part des parlementaires de déposer des amendements par milliers qui ont bloqué le débat, et ils n'étaient pas d'accord. D'ailleurs, si on prend la NUP, il y en a à l'intérieur de la NUP, il y en a beaucoup qui voulaient aller jusqu'à l'article 7, et puis d'autres qui ne voulaient pas aller. Il y a un vrai problème à la NUP.
J'ai interviewé l'autre jour pour Public Sénat et la chaîne parlementaire Éric Coquerel qui reconnaissait lui-même. Il regrettait qu'une chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne fasse pas partie de leur groupe de députés, parce qu'il n'y avait pas de mot d'ordre, c'était une espèce d'anarchie qui régnait à l'intérieur du groupe. Ouais. Il faut qu'il y ait un vote, Pierre, pour vous au Sénat sur l'ensemble du texte, puisque les sénateurs de gauche sont favorables à un vote sur l'article 7. Mais ils vont avoir le temps, ils vont travailler le week-end. Je pense que vous ne trouverez pas un parlementaire qui ne vous dira pas qu'il aimerait pouvoir passer le temps nécessaire sur chacun des articles, pouvoir l'amender, pouvoir le discuter, pouvoir se faire mettre en minorité, parfois en majorité. Ils sont là pour ça, les parlementaires. Et quand j'entendais vos deux interlocuteurs précédents invités de votre matinale, ils disaient qu'ils prendraient les décisions nécessaires pour, si jamais il y avait une partie d'obstruction de la gauche qui semble pas franchement être le cas. J'ai entendu Patrick Caner, y compris d'ailleurs les communistes, ils ont envie de jouer le jeu parlementaire, en tout cas ils ont envie d'avancer dans les débats parlementaires, mais qu'ils prendraient les voies et moyens nécessaires pour pouvoir aller jusqu'au bout du texte. Et je trouve que c'est là où on manque de vigilance, nous-mêmes commentateurs, journalistes, sur les débats parlementaires, parce que on a envie que chacun des articles soit débattu et qu'on ait le temps de le faire. Le problème, encore une fois, c'est le cadre parlementaire, le cadre gouvernemental qui est donné aux parlementaires, du temps limité, extrêmement limité, d'une réforme qui va profondément changer la structure de la société et profondément changer le quotidien des Français. C'est ça qui est aberrant. Et ça devrait être ça qui devrait nous préoccuper. On devrait tous se dire, mais c'est quand même une aberration. On va demander aux Français de travailler 2 ans de plus, mais on va prendre que 10 jours de temps de travail, de temps parlementaire de débat. C'est ça qui ne va pas aujourd'hui. Un dernier mot là-dessus. Oui, bien sûr, c'est le gouvernement il le sait très bien. Si le gouvernement est passé par cette voie-là, c'est parce qu'il savait qu'il y avait une résistance des parlementaires. Moi, je ne dis pas du pays, je pense pas. Moi, je crois sincèrement que les Français sont résignés et qu'il y en a beaucoup qui se disent, et personne ne veut travailler plus longtemps. Mais malheureusement, c'est quasiment obligatoire. Ou sinon, et alors là, c'est ça qui est intéressant, et je regrette qu'il n'y ait que 2 ou 3 voix qui se soient élevées pour défendre le système par capitalisation, qui existe déjà, qui existe ô combien dans la fonction publique, d'ailleurs, avec la préfond. Et moi, je trouve que ça, c'était vraiment un vrai sujet qu'il fallait mettre sur la table, parce que de toute manière, notre système par répartition, si ça continue comme ça, et si on ne veut pas le réformer, il va partir à volo. Et le débat aura sûrement lieu au Sénat, puisqu'il y a un amendement de certains sénateurs sur ce sujet. On va passer à un autre texte qui sera examiné après la réforme des retraites au Sénat. C'est le projet de loi immigration. Mais dès hier, Samia, les 2 ministres en charge de ce texte, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, étaient auditionnés par les sénateurs. Vous avez tout suivi. Oui, tout à fait. C'est un texte, vous le disiez, qui sera examiné après, puisqu'il sera examiné le 28 mars prochain au Sénat. Ce projet de loi immigration, il prévoit à la fois d'augmenter le nombre des expulsions et de régulariser les personnes qui occupent un métier en tension. Une forme de « en même temps » en fait, incarnée par 2 ministres auditionnés donc hier par les sénateurs. Gérald Darmanin d'abord, ministre de l'Intérieur, c'est le côté pile de la réforme, celui du durcissement. Pour augmenter le nombre de reconduites forcées à la frontière, il veut pouvoir faire sauter les verrous qui empêchent d'expulser des délinquants en situation irrégulière. Seraient concernés ceux qui commettent des crimes et délits graves, passibles de 10 ans de prison ou de 5 ans de prison en cas de récidive. Ils ne bénéficieront donc plus d'aucune protection contre l'expulsion, quelle que soit leur situation. C'est le retour de ce qu'on appelle la double peine, supprimée en France dans les années 2000. Si vous étiez marié avec un Français ou une Française, si vous aviez des enfants en France, bref, si vous étiez arrivé en France avant l'âge de 13 ans et que vous commettiez les actes après l'âge de 18 ans, il y avait un certain nombre de protections qui étaient prévues par la loi. Le ministre de l'Intérieur, quand même vous auriez commis des crimes ignobles, ne pouvait pas vous expulser. Nous proposons que nous fassions tomber l'intégralité de ces protections subsidiaires, de ces protections d'ordre public, et que désormais nous ne regardions pas la situation de la personne selon sa vie privée familiale, mais que nous regardions le crime qu'elle a commis, que nous puissions expulser ainsi ces personnes. Alors hier, lors de cette audition, Gérald Darmanin a aussi dit qu'il était prêt à limiter le regroupement familial dans certains cas et si ce n'est pas contraire à la Constitution. Alors ça, c'est pour le côté pile du projet de loi, mais il y a aussi le côté face. Oui, ça c'est Olivier Dussopt qui l'incarne, le ministre du Travail. Il veut créer un titre de séjour provisoire d'1 an pour les salariés qui occupent un métier en tension. Alors pour y prétendre, il y a certaines conditions. Il faudra pouvoir prouver une présence depuis 3 ans sur le territoire français et avoir travaillé au moins 8 mois dans un secteur en tension sur les 2 dernières années. On va écouter tout de suite les précisions du ministre du Travail lors de l'audition hier au Sénat.
Il s'agit d'un titre qui permet de régulariser la situation d'hommes et de femmes qui sont présents sur notre territoire depuis longtemps et qui travaillent. Très souvent d'ailleurs, d'hommes et de femmes qui travaillent parce que au moment où ils ont signé un contrat de travail, ils étaient en situation régulière et que leur titre de séjour n'a pas été renouvelé pour une raison ou pour une autre. Voilà, c'est donc une mesure qui est destinée à ceux qui, aux yeux du gouvernement, auraient prouvé leur volonté de s'intégrer par le travail. Et c'est aussi une mesure réclamée par les employeurs qui ont du mal à recruter ? Oui, et c'est précisément ce que Jacqueline Eustache-Brinio a reproché hier au gouvernement au cours de cette audition. Cette sénatrice de droite, qui est assez connue pour des positions assez dures sur l'immigration, accuse le gouvernement d'avoir cédé face aux employeurs qui chercheraient une main-d'œuvre bon marché. Si on n'arrive pas à recruter dans certains métiers, dit-elle, c'est peut-être tout simplement parce que les employeurs refusent de se mettre en question sur le niveau des salaires proposés. On regarde tout de suite un extrait de son intervention assez tranchée hier face à Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. On va provoquer une espèce de main-d'œuvre sous-payée ou peu payée, quand même, très docile, qui évidemment ne va pas gêner les employeurs. Alors c'est une femme de droite qui parle aujourd'hui. Et moi je cautionnerais absolument pas un article qui permettrait d'avoir une main-d'œuvre sous-payée mais qui arrange tout le monde. Ça c'est un vrai sujet, c'est un peu, je vais aller très loin, mais l'esclavagisme du 21e siècle qu'on cautionnerait. Voilà, donc au final, ce texte ne satisfait pas grand monde, ni la droite qui dit ne pas vraiment comprendre où le gouvernement veut aller avec cette réforme due en même temps, ni la gauche qui, elle, considère que c'est une politique qui est trop punitive envers les immigrés. Ouais, il va être difficile à faire passer ce texte. La droite a l'air assez déterminée à... En fait, c'est un peu un marchandage, notamment de la part des sénateurs, c'est-à-dire de dire... on va voter la réforme des retraites et puis en revanche on va se montrer plus ferme avec la loi immigration et asile. Alors c'est sûr que si vous voulez la loi immigration et asile elle a fait aussi elle-même l'objet d'une évolution intéressante. C'est-à-dire qu'au début le discours du gouvernement c'est un discours qui se voulait très ferme pour lutter contre l'immigration clandestine et leur accompagnement vers leur pays d'origine des clandestins. Et puis c'est devenu une loi beaucoup plus mesurée, avec un projet beaucoup plus mesuré, avec un volet social donc qui était destiné peut-être à plaire à la partie gauche de la majorité. Bon, on en est là aujourd'hui. C'est sûr qu'ils vont se heurter. Alors, Madame Eustache, elle a une position qui est assez singulière parce que son propos est très fort et je pense qu'elle a raison. Elle a évidemment raison. De toute manière, c'est comme ça que ça va se terminer. Mais si la loi est adoptée. Mais c'est pas comme ça qu'à mon avis, la majorité de la droite va le prendre. Pierre, est-ce qu'à force de vouloir contenter la droite et la gauche, le gouvernement va finir par ne contenter personne ? Mais surtout, oui, j'ai le sentiment qu'on ne contente personne. Pour avoir un peu une sensibilité de gauche, je ne vois absolument pas un caractère de gauche dans la proposition qui est faite par le gouvernement. Et la sénatrice... Madame Eustache-Brinio, Jacqueline Eustache-Brinio, qui semble découvrir qu'il existe un esclavage moderne, ferait bien de regarder ce qu'il se passe chez les travailleurs sans papier aujourd'hui, parce qu'il y a des milliers aujourd'hui de travailleurs sans papier qui ne bénéficient d'aucune protection sociale, qui sont évidemment à la merci des patrons, jetables à tout moment et exploitables et non payables aussi, parce que beaucoup d'entre eux travaillent mais finissent parfois par ne pas toucher aucun salaire. Alors c'est ce qu'a répondu Olivier Dussopt justement à Jacqueline Eustache-Brinio en disant aujourd'hui l'esclavage moderne c'est les travailleurs sans papier et leur régularisation permettrait de les protéger davantage. Mais si on parlait de régularisation, c'est pas du tout ce que propose M. Dussopt. M. Dussopt propose un contrat un titre de séjour d'un an. Vous voyez, enfin, je sais pas, on en a une trentaine maintenant de lois de gouvernements successifs sur la question de l'asile et de l'immigration. C'est la 29e, je crois. Combien ? La 29e. Voilà, on est proche des 30. Mais qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier ? 62 morts au large des côtes italiennes. Est-ce que vraiment notre préoccupation, c'est de savoir quelle est l'utilité politique, quelle est l'utilité économique pour notre pays, de savoir ce qu'on fait des personnes qui arrivent sur notre territoire, ou à savoir est-ce qu'on expulse des personnes qui seraient des possibles délinquants ? Non, la question c'est quel est le devoir d'humanité on a vis-à-vis des gens qui arrivent de l'extérieur parce qu'ils fuient les guerres, parce qu'ils fuient la misère, parce qu'ils fuient le réchauffement climatique dont nous, pays européens, sommes responsables. Donc notre responsabilité dans les déplacements de population et des personnes qui arrivent sur notre territoire, il est d'abord de les accueillir, de trouver les conditions d'hébergement d'abord, les conditions d'accueil dignes, c'est notre devoir de pays européens, et notamment en France, et pas de trouver, encore une fois, un texte qui est un texte purement utilitariste qui
se sert des personnes en fonction de nos besoins économiques, que je trouve franchement totalement inhumain, et surtout des considérations de justice qui consisteraient à remettre en place la double peine, qui n'ont absolument aucun effet et qui n'ont surtout qui sont profondément inhumaines. Un dernier mot, Yves, là-dessus. Non, moi je pense qu'il faut surtout travailler à l'immigration clandestine, à lutter contre l'immigration clandestine. Ça passe par des mesures et par une politique qui est une politique qui considère les pays de départ, qui est une politique qui probablement peut se mener aussi au niveau européen, quoique le Danemark a prouvé le contraire, alors que le Danemark appartient à l'Union européenne. Donc il est là le sujet, c'est pas tellement, moi je crois absolument pas aux quotas, fausse bonne idée, je crois absolument pas à cette histoire de régularisation des personnes sans papier. Je pense que le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est l'immigration clandestine. C'est ce que Jean-Christophe Ruffin, dans un excellent livre, a appelé l'Empire et les nouveaux barbares, et qu'il avait écrit il y a 30 ans. Et il y a bien longtemps qu'on aurait dû prendre ce sujet par les cornes. On aura l'occasion d'en reparler, puisque Samia, vous l'avez dit, 28 mars, l'arrivée de ce texte au Sénat. Et Samia, on reste